Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine économique Éco-Débat. Depuis quelques mois, la Covid et ensuite la crise en Ukraine, les tensions sociales se sont exacerbées avec en ligne de mire la cherté de la vie sur le continent. Quels impacts sur les ménages africains, comment les populations réagissent et surtout, que font les autorités en place pour amortir ces différentes crises. Le Togo vient d'initier de nouvelles procédures pour soutenir l'économie locale, idem au Mali, au Gabon et autres. Et récemment en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête nationale, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les populations. Décryptage dans cette émission avec nos invités. Et pour en parler justement, nous sommes avec M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane Soumaoro pour l'opportunité que vous me donnez une fois de plus encore pour échanger avec nos chers téléspectateurs sur cette thématique qui est très importante et qui est d'actualité. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, avec nous ici en studio, M. Mokéa Kessemexan, vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous aussi. Merci Stéphane pour l'invitation et c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur le plateau de Média 1 TV. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, le 6 août, nous avons entendu la déclaration du président de la République ivoirien, Alassane Ouattara. Comment est-ce que vous avez accueilli de prime abord ce discours? Je commence par vous, M. Moké. Ouais, bon, c'est un discours aujourd'hui historique au niveau des chefs d'État en Côte d'Ivoire. Le 6 août, le 7 août et le 6 août, juste le jour d'avant, le président choisit cette date-là pour s'adresser justement à la nation ivoirienne et à l'occasion, les présidents prennent des mesures fortes. Cette année, c'est vrai qu'il y a l'aspect politique, dont la libération de certains détenus, mais pour ce qui nous intéresse au niveau véritablement économique, on estime que le chef de l'État a fait fort, comme on peut dire dans notre jargon. Il a pris des mesures qui vont véritablement dans le bon sens au niveau des fonctionnaires, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'embrasement au niveau social, en tout cas, il n'y avait pas de grève de fonctionnaires et je pense qu'il allait au-delà de leur espérance. En tout cas, c'est de la vie même des fonctionnaires, des syndicalistes, c'est ce qu'ils ont eu à dire. Et donc, on estime que ces mesures-là, peut-être qu'on va aller dans les détails, sont très fortes et moi, je les accueille pour l'heure de façon très positive. Alors, M. Sadia, oui, bien sûr, c'est juste que le président de la République, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, mais avant tout aussi, c'est un homme politique. Et les hommes politiques aussi savent à un certain moment prendre souvent des mesures pour essayer de faire face à certaines situations auxquelles les populations et les ménages sont confrontés. Donc, c'est un moment solennel et ce n'est pas à la veille de n'importe quel événement, c'est le 6 août, à la veille de la date d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais cette annonce aussi intervient dans un contexte international que nous connaissons tous. C'est les pays africains de façon générale sont confrontés à un surenchérissement au niveau des prix de la cherté de la vie, au niveau des prix des denrées de première nécessité aujourd'hui. Et donc, je pense que chaque haut dirigeant au niveau des États africains a décidé, en tout cas, on entend des mesures ça et là qui ont été prises par les dirigeants, pas seulement africains, mais je pense qu'en Europe, en France aussi, il y a eu quelques mesures comme ça pour essayer d'apporter un peu de l'aide aux populations qui sont impactées par cette crise. Donc, à mon avis, cette décision a été prise par le chef de l'État, d'abord dans un premier temps. C'est l'aboutissement, d'après les informations que j'ai pu avoir lorsque je préparais cette émission, d'un dialogue social qui a eu lieu avec les différentes centrales syndicales et à l'issue aussi de plusieurs réunions, plusieurs accords avec les organisations syndicales et aussi avec le pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire. Donc je vais dire que cette décision est arrivée à bonne heure. Elle permet aussi, dans un second temps aussi, de décrisper l'atmosphère au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'avec l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali, je pense que cela avait entraîné quand même certain pessimisme au sein de la population ivoirienne. Et je pense que cette annonce a été une annonce de bonne guerre qui va apporter du boom dans un premier temps de façon spécifique au cœur des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alors justement, pour démarrer vraiment le décryptage de ce discours, on va d'abord commencer par le volet logement. On a vu des mesures qui ont été prises, une subvention, une contribution pour la prime au logement. Comment est-ce qu'on devrait comprendre cette annonce? D'abord, comme Sadia l'a dit tout à l'heure, il y a une question de cherté de la vie, mais au niveau des logements, c'est pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait face à un déficit en matière de logement qui est de l'ordre de 500 000 logements par an et Abidjan seul, 300 000
logements par an. Ce déficit est tellement énorme qu'aujourd'hui, on assiste à une flambée des coûts. Il devient très difficile en Côte d'Ivoire de se loger. Et nous l'expliquons par rapport à un phénomène qui est très simple et que nous décrions depuis tant et tant d'années. Nous, en tout cas, dans le secteur des collectivités, nous disons qu'il faut une bonne politique de décentralisation. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens sont parqués à Abidjan, un peu comme on parque, j'ai pas envie d'utiliser des expressions un peu péjoratives, mais il est très difficile aujourd'hui de se loger. D'abord, ça s'explique par le fait qu'on a le port autonome d'Abidjan, ici. Et donc, toute l'activité économique se concentre et tout le monde veut justement vivre aux alentours du port. Mais si nous n'allons pas jusqu'à la décentralisation, donc au transfert effectif de la capitale administrative à Yamoussoukro, il va de soi que dans 5 ans, nous allons aller dans un crash immobilier qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que nous interpellons à l'occasion de cette émission de la cherté des coûts et de la cherté du logement. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il y a urgence aujourd'hui à faire du transfert de la capitale, le transfert administratif de la capitale à Yamoussoukro une réalité. Si nous ne voulons pas que la bulle immobilière en Côte d'Ivoire puisse exploser. Faire du transfert de la capitale à Yaoundé signifie apporter des ressources additionnelles à cette ville-là pour qu'elle joue réellement son rôle. Ensuite, les villes aux alentours, évidemment, vont profiter de cet embelli au niveau de la capitale. Voilà aujourd'hui tout l'enjeu, toute la problématique. Si nous ne le faisons pas, dans 5 ans, les coûts vont doubler, voire tripler. D'autant plus que toutes les mesures annoncées par le gouvernement, des mesures même liées aux cautions que les locataires et les propriétaires doivent justement percevoir quand on décide de prendre leur maison, ces mesures-là ne sont pas respectées. Justement, c'était là une de mes questions. On a vu que le gouvernement, le chef de l'État décide d'accorder, on va dire, une prime supplémentaire au logement. Mais en face, il y a des décisions qui étaient prises déjà de par le passé, comme les cautions qui étaient revues à, je crois, 3 mois. Il ne fallait pas dépasser. Il y avait un surenchérissement sur les prix. Déjà, ces mesures ne sont pas respectées sur le terrain. On vient donner encore de nouvelles mesures. Est-ce que ce n'est pas que des annonces politiques ? Bon, d'une certaine manière, on peut voir la chose comme ça, mais ce que je peux dire, c'est déjà une très bonne chose que le chef de l'État ait fait, décidé d'accorder, je crois une prime de logement pour une partie des fonctionnaires qui n'y avaient pas droit. Il a parlé, je crois, d'un tiers des fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas droit au logement, une certaine catégorie, tandis que d'autres en avaient. Et aussi, il a décidé d'étendre cette mesure-là aussi, augmenter aussi la part de ceux qui avaient déjà droit au logement à la frange des fonctionnaires qui avaient droit au logement, notamment les militaires, les forces de défense et de sécurité, etc. Donc je vais dire que c'est une très bonne chose de l'avoir fait. Pour rejoindre mon co-débatteur tout à l'heure, le chef de l'État l'a fait en tenant compte de certains facteurs. On sait très bien que, par exemple, dans les dépenses des ménages, le coût du loyer, en tout cas, occupe une place très, très importante. C'est parfois au-dessus, je veux dire, d'un tiers, par exemple, du salaire. Et ça devient très, très, très difficile, par exemple, de se loger à Abidjan, ici, et particulièrement pour une frange de la population, notamment la classe moyenne élevée. Et donc, c'est vraiment difficile. Et on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, le salaire moyen, en tout cas pour un cadre, c'est environ 400 000 francs. Pour être beaucoup plus pratique, prenez 2 chambres salon à la Riviera, c'est 250 000, 300 000 proprement. Alors donc, je pense que c'est une mesure qui a été faite. Elle peut sembler insuffisante, mais c'est déjà un premier pas de l'avoir fait. Bon, donc je veux dire que c'est une mesure aussi qui donne une opportunité aux États, au pouvoir public, de mener des réflexions stratégiques beaucoup plus profondes sur la problématique du logement. Peut-être à ce niveau-là, l'État pourrait faire du benchmarking, un peu comme cela se fait au Sénégal. Par exemple, et aussi lorsque un fonctionnaire sort, ou un fonctionnaire ou un travailleur sort, finit sa formation, qui commence déjà, on met un plan de logement, par exemple. Je pense que le programme, par exemple, de location-vente est une très bonne option. Et cette option-là était en vigueur déjà dans les années 70. Déjà, tous les quartiers que vous voyez, par exemple, la Riviera, et vous voyez à Djamé, etc., c'était des quartiers qui étaient dévolus aux fonctionnaires qui y habitaient et qui payaient un loyer qui était vraiment modéré, vraiment à l'époque, et qui a permis, en tout cas, à ces populations-là de pouvoir avoir un logement. Je pense que cela peut se faire. Bon, l'inquiétude, c'est que je pense que l'État s'est désengagé totalement
je vais dire, du secteur de logement, plus récemment en se désengageant de la SODECI et de la SICOGI, et en laissant totalement ce secteur-là entre les mains du privé. Bon, généralement, le privé, il ne fait pas du social, il fait du bénéfice. Donc, ce que je peux dire effectivement comme solution à long terme, à moyen et long terme, c'est d'envisager beaucoup plus sérieusement la décentralisation au niveau d'Abidjan. Est-ce que nous devons prendre le fait que la fête de l'indépendance soit déroulée à Yamoussoukro comme un signe, une volonté des pouvoirs publics de répondre, je vais dire, à cette aspiration aux propositions des experts, et des propositions qui sont faites depuis très longtemps pour essayer de réduire un peu la pression foncière sur Abidjan et sur les villes aux alentours. Parce que la pression foncière est à Abidjan, mais elle aussi, elle commence à aller maintenant sur les villes aux alentours d'Abidjan. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui logent à Dabou, à Bonoa, à Songon, etc., qui sont loin d'Abidjan. Mais en même temps que ces populations y vont, mais il faut penser aussi à la question de la mobilité urbaine. Justement, sur la question de la mobilité et du transport, on a vu que dans les annonces du président, il y a aussi une rubrique qui est consacrée au relèvement de la prime de transport. Bien entendu, au relèvement de la prime de transport, je lui dis merci pour cela déjà. Bon, mais je vais dire que en tant que... je ne suis pas fonctionnaire, mais moi je parle qu'en tant qu'expert. Je vais dire que nous avons aussi des parents qui sont fonctionnaires. Quand on regarde, on fait les calculs par exemple par rapport au coût du transport, toujours les travailleurs et les ménages sont comme les enfants, ils demandent toujours au père d'en faire un peu plus. Mais je pense qu'il a fait des efforts. Ce qu'on lui recommande, c'est de faire un peu plus pour que réellement le coût du transport qui est aux fonctionnaires d'Abidjan, je parle de l'agglomération d'Abidjan, puisse, je vais dire, cadrer avec le coût réel du transport à Abidjan. Vous partagez ce point de vue? En parlant de faire un peu plus, il faut regarder aussi au niveau de l'imposition sur le salaire. C'est vrai que les mesures très fortes ont été annoncées. Il faut voir un peu, quand les salaires changent évidemment de catégorie et tout, il y a des impôts justement qui s'ajoutent. Donc, il ne faut pas qu'on crie tout de suite là, très vite victoire. On va regarder, on aura un regard très, très critique sur les bulletins de salaire pour déjà... Un regard critique sur les bulletins de salaire, mais on a vu aussi que cette annonce ou ces annonces étaient vraiment orientées du côté du secteur public. Qu'en est-il du secteur privé? Est-ce que le privé a été oublié, a été mis de côté ou il y a quelque chose qui est réservé spécialement pour le privé? Bon, je ne pense pas que le privé soit oublié dans cette mesure. Déjà, il faut voir ces augmentations de salaire comme une sorte de revalorisation de la situation des fonctionnaires. Alors, qui dit revalorisation de la situation des fonctionnaires parle nécessairement de consommation. Donc, au niveau intérieur, au niveau de la consommation intérieure, il y aura forcément des effets. Je pense que le privé, en ce moment-là, pourra plus ou moins se frotter les mains. Donc, on parle de redistribution quelque part des richesses avec cette annonce. Mais au-delà, le chef de l'État lui-même l'a dit. Comme il s'agit du privé, il va de soi qu'il faut mener un certain nombre de discussions, un certain nombre de négociations avec le privé justement pour voir dans quelle mesure, et il a parlé du relèvement du salaire minimum interprofessionnel, je crois, garanti, donc du SMIC. Donc il faut voir dans quelle mesure avec le privé on pourrait négocier peut-être par des allègements fiscaux pour voir où est-ce qu'on pourrait justement toucher pour que le privé puisse bien réagir à ces mesures-là. Donc il n'a pas oublié, en mon sens, le privé, mais je pense que les discussions vont commencer et ça risque d'être des discussions, ma foi, assez difficiles. Alors, à la suite de cela, je vais ajouter qu'effectivement, l'annonce du chef de l'État est un processus, c'est-à-dire c'est la fin d'un processus d'intenses négociations qui ont été menées entre les organisations syndicales ivoiriennes et aussi le pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que dans un premier temps, les mesures étaient destinées à soulager les fonctionnaires. Il va sans dire, je pense que le chef de l'État l'a dit lui-même, des négociations sont en train d'être faites un peu en dehors, envers le privé, qui est un secteur qui pourvoit beaucoup plus d'emplois qu'au secteur public. Donc je pense, à mon avis, que pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus, on ne peut pas présager de ce qui va être fait et ce qui va être dit en temps opportun, mais nous attendons. Alors, mais on a vu au tout début de la Covid, il y a des initiatives avec le ministère du Commerce et autres des PME qui étaient en faveur du soutien en tout cas de certaines PME, mais on a vu les difficultés qu'il y avait à mobiliser ces fonds au niveau des PME, des entreprises et autres. Mais je veux dire, au niveau même de ce budget qui est alloué à ce financement,
On sait que l'État, en tant que tel, le pays, le gouvernement, ne produit pas de richesse. Donc, il va falloir s'appuyer sur ces entreprises, ces industriels qui produisent de la richesse pour financer ce projet-là. Est-ce qu'on va aller dans les mois, dans les années à venir, avec les annexes fiscales et autres, à une pression fiscale plus importante pour pouvoir mobiliser les fonds pour venir soutenir ces annonces? On ne va pas aller dans le maraboutage, mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'à observer de plus près, je pense que le chef de l'État l'a dit, hein, il s'agit de redistribution de richesses. On est pratiquement une bonne croissance, 7% comme il le dit, donc je pense qu'il a décidé aujourd'hui d'ouvrir plus ou moins les vannes. Mais si on rentre dans des négociations avec le privé, il va de soi que si on doit imposer, on doit augmenter le niveau des taxes, alors ça sera encore plus difficile. Donc ces mesures-là n'auront servi à rien. Ça serait donner quelque chose de la main droite pour reprendre de la main gauche. Donc je ne pense pas qu'on aille vers cela. Et dernièrement, moi, mon esprit s'envole un peu sur le pétrole qui a été découvert. Je me dis, écoutez, aujourd'hui avec 2 milliards pratiquement de barils, un pays comme la Côte d'Ivoire pourrait justement aller un peu plus dans ce sens-là. Donc je ne pense pas encore qu'il y ait, en tout cas, dans cette logique du chef de l'État, une augmentation, je vais dire, au niveau des taxes. Et je pense qu'avec la forte croissance qu'on a connue depuis toutes ces années, l'État de Côte d'Ivoire était en mesure justement de prendre ce type de décision. Ouais, moi, je pense que beaucoup d'experts, par exemple, redoutent ce qu'on appelle l'illusion monétaire. Ça veut faire en sorte que lorsqu'il y a une augmentation, pour parler plus terre à terre, lorsqu'il y a une augmentation des salaires quelque part, qu'il y ait une inflation qui suive. Notamment, je vais pouvoir donner un exemple très précis. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a augmenté, on a institué une prime de logement pour un travailleur de la fonction publique, ou bien lorsqu'on a augmenté la prime de logement, les propriétaires de maisons, d'habitation seraient enclins plutôt à augmenter les prix. Donc, cette augmentation qui a été faite, je pense que pour pouvoir soutenir les populations, peut être diluée par cela. Alors, donc, en ce qui concerne, par exemple, les ressources dont vous avez parlé, il n'y a pas, comme mon co-débatteur l'a dit, il n'y a pas de maraboutage à faire. Lorsque un État bien organisé, et ça, on ne peut pas faire l'injure au président de la République actuelle, qui est quand même l'ancien directeur général du FMI, déjà, qui est un homme du Sérail, qui sait très bien ce qu'il fait, en tout cas. On ne peut pas prendre ces genres de mesures-là sans s'être rassuré au préalable d'avoir la certitude qu'on peut trouver les ressources pour pouvoir faire face à cette situation. Donc, ce qu'il faut savoir, l'État ne prend pas ses ressources sociales, l'État prend ses ressources sur les activités industrielles, sur les taxes. Donc, je pense pour ma part que il risque d'avoir aussi une certaine pression fiscale aussi qui va s'augmenter sur les populations. En ce qui concerne la pression fiscale, beaucoup d'experts ont souvent suggéré qu'on élargisse l'assiette fiscale, de sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui paient les impôts, que les impôts ne soient pas concentrés sur une seule personne. Alors donc, ce que je veux dire en clair, c'est qu'en plus des impôts aussi, l'État mène quand même des activités, par exemple, avec quelques ressources internes, des placements sur le marché international que l'État fait, par exemple. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ici en Côte d'Ivoire en économie libérale. Et dans l'économie libérale, l'État commerçant est réduit vraiment à sa portion congrue, ce qui est le cas par exemple des pays comme la Chine, comme la Russie, etc. C'est un grand débat aujourd'hui que les pays africains doivent mener auprès des grandes puissances. Je prends par exemple le cas des subventions. Le cas de la Côte d'Ivoire, les pays comme la Côte d'Ivoire subventionnent des produits de première nécessité comme l'essence, le carburant, je veux dire le transport pour les étudiants, etc. pour une certaine catégorie de personnes vulnérables. Mais je veux dire, dans les standards des organisations des institutions financières de Bretton Woods, les subventions de l'État doivent se réduire au maximum. Alors que, par exemple, dans les pays occidentaux aujourd'hui, la subvention est utilisée comme une arme aujourd'hui pour booster l'économie. Vous comprenez le cas de la Chine aujourd'hui. La Chine est la première puissance économique mondiale aujourd'hui, mais vous savez, la plupart des grandes entreprises mondiales, la plupart des grandes entreprises chinoises sont d'abord des entreprises étatiques. Donc il y a une question, il y a vraiment une remise en question à se faire. C'est vrai que nous sommes vraiment dans un régime libéral, mais je pense, à mon avis, qu'il faudrait peut-être, eu égard à la faiblesse du pouvoir d'achat des populations africaines, des populations ivoiriennes, c'est de faire en sorte que l'État ait beaucoup plus de moyens de produire, comme cela s'est passé dans le passé. Par exemple, dans les années 70, 80, par exemple, vous avez des entreprises, des grandes entreprises d'État,
la CIE, à l'époque, c'était pas la CIE, c'était l'ECI, l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, donc le capital appartenait à 100% à l'État. Donc il va falloir revenir sur certains fondamentaux. Et certains experts, même du FMI, se sont posé la question de savoir si ces restructurations qui ont été imposées aux Africains n'ont pas été trop fortes aujourd'hui, eu égard aux résultats. Donc, je pense, à mon avis, que la découverte du pétrole et puis peut-être d'autres ressources aussi peuvent être des ressources pour permettre à l'État de faire face à ces engagements. Alors, vous me permettrez une question de principe, de compréhension. 277 milliards par an, c'est ce que va coûter cette annonce du président de la République. Mais pour de telles annonces, pour de tels montants levés, est-ce qu'il appartient uniquement au président de la République de décider de faire ces annonces, ou bien c'est quelque chose qui se débat d'abord au Parlement, en Assemblée nationale, au Sénat, et qui donne quitus au président de dire voilà le montant qui peut être décaissé, voilà où est-ce qu'on peut aller les chercher, comment est-ce qu'on peut le faire. On a vu le débat en France, tout récemment aussi concernant la Charte de la vie. Comment est-ce que le débat a été vraiment mis sur la place publique au niveau du Parlement? Est-ce que c'est la même chose qui devrait se reproduire, ou bien il y a une circonstance particulière qui impose au chef de l'État de prendre ses décisions et tout le monde suit? Moi, j'ai une position vraiment très personnelle. Quand on assiste à une élection de président de l'Assemblée nationale, même plébiscitée par l'ensemble de l'opposition et des membres du gouvernement, il va de soi que le débat ne peut plus se poser à l'Assemblée nationale. Il y a une sorte d'entente, une sorte d'amour. On assiste à ce jeu-là. Et donc aujourd'hui, les débats qui sont des débats de fond, auxquels les Ivoiriens ont droit justement pour savoir pourquoi l'augmentation et comment l'augmentation ne peut pas se poser à l'Assemblée nationale. Mais c'est des questions aussi de bonne gouvernance. Je pense qu'au fur et à mesure, il faut que les Africains apprennent justement que ces questions-là peuvent être et doivent être débattues justement à l'Assemblée de façon tout à fait ouverte et de façon tout à fait décomplexée. Et ce n'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. Une telle mesure, on se pose aujourd'hui la question de savoir évidemment sur quel pilier on va s'appuyer justement pour pouvoir résoudre la question. Peut-être dans les fonds de garantie, je pense les fonds de souveraineté du chef de l'État, peut-être qu'il va aller puiser à l'intérieur, mais comme j'ai parlé aussi du pétrole, peut-être qu'il y a des ressources additionnelles. Bon, on n'a pas les éléments du débat et donc ça devient très difficile. N'empêche que les fonctionnaires se frottent les mains pour l'heure. Je pense que c'est ce qui est important. Je pense qu'il va falloir voir un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé du processus qui a amené le président Alassane Ouattara à prendre cette mesure. Nous avons tous suivi ici à travers les médias que certaines de ces mesures-là sont passées en Conseil des ministres pour être annoncées. Donc je pense qu'à la suite, des décrets vont être pris. Idéalement, autre chose aussi, le président de la République a parlé du statut de la fonction publique. Je pense que ces questions-là sont des questions qui vont être amenées, je veux dire, au niveau du Parlement, au niveau des deux chambres du Parlement, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, pour essayer de statuer sur la refonte générale du statut de la fonction publique, parce que vraiment avec l'évolution du temps, ce sont des choses qui sont apparues nécessaires. Bon, donc effectivement, certains experts se posent la question de savoir pourquoi ces mesures-là ne passeraient pas, notamment ces mesures d'augmentation des salaires ou bien d'attribution des primes aux fonctionnaires ne passeraient pas. Et je pense que pour le moment, nous sommes à un processus où le chef de l'État, après des négociations avec les centrales syndicales, a pris des mesures concernant les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas les seuls travailleurs au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que des négociations sont en train d'être menées envers les entreprises privées, envers le secteur privé, avec plutôt le secteur privé, et je me dis qu'à l'issue de toutes ces concertations-là, lorsque ces démarches seront bouclées, je pense qu'il y aura un débat, je souhaite qu'il y ait un débat beaucoup plus élargi pour voir dans quelle mesure, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à la cherté de la vie. Mais de façon globale, je pense que quand on prend les indicateurs, il faut savoir qu'il y a une chose qui est très simple. Dans le cas, par exemple, de l'augmentation des produits alimentaires, et aussi bien au niveau des loyers, c'est toujours la loi du marché qui prévaut. C'est-à-dire, lorsqu'on produit beaucoup plus sur le marché, lorsque la demande est beaucoup plus forte que l'offre, il y a le surenchérissement du coût. Quand on prend le cas des loyers tout à l'heure, l'offre en loyer, en moyen d'habitation, c'est-à-dire maison à Abidjan, il y a un déficit. En Côte d'Ivoire, c'est 3000 logements qui sont
je vais dire, qui sont produits par an. Et la demande c'est environ 40 000. Donc 40 000 et puis 3 000 logements, vous savez que donc le gap est là. Et donc je vais dire que quand c'est comme ça, effectivement, c'est la bulle spéculative qui prend la place. C'est-à-dire c'est le plus offrant qui vient, qui peut se permettre de s'offrir le loyer, quand bien même que l'État ait fixé certaines barrières, en tout cas en ce qui concerne le loyer. Donc je vais dire que c'est un débat qui est véritablement énorme et qui nous ramène aussi à ce que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit les pays européens ou les pays africains, on parle beaucoup plus maintenant du food power, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. On nous a dit que nous allons beaucoup souffrir et qu'on envoyait des présidents africains pour aller pleurer devant Poutine, excusez-moi le mot. Et lorsque les bateaux étaient débloqués, les produits alimentaires, les premiers bateaux ne sont pas venus directement en Afrique. Bon, suivez mon regard, vous savez où ils sont partis, en Europe. Mais je veux dire que nous avons de la terre, l'Afrique est le continent où il y a beaucoup plus de terres arabes disponibles. Donc je pense que pour pouvoir réduire les coûts aussi, il faut produire beaucoup plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire a largement les capacités de s'autosuffire dans les produits alimentaires. Donc cela peut aussi baisser les coûts. Il ne faut pas avoir que l'État ait recours à plafonner les prix des produits alimentaires. À plafonner les prix des produits alimentaires. Messieurs, on arrive quasiment au terme de cette émission. Alors je vais vous demander en pratiquement 15 secondes, vos points de vue, vos analyses, ou qu'est-ce qu'on doit retenir de ces discours en 15 secondes. Alors bon, pour moi, c'est un discours qui est très bon, d'accord. Mais si je devrais plaider à l'instant où je suis, je vais demander au président aussi d'aller au niveau des collectivités, justement territoriales. Je pense qu'ils ne sont pas touchés par cette mesure-là, puisqu'ils sont aussi quelque part agents de l'État. Donc c'est un bon discours. Et puis il faut observer, mais j'espère qu'on reviendra ici pour débattre justement des effets de ce discours-là. Le discours est venu d'une manière appropriée et j'espère que j'encourage le chef de l'État à poursuivre encore pour prendre d'autres mesures qui vont être beaucoup plus inclusives, notamment en incluant le secteur privé. En incluant le secteur privé, mais aussi, comme vous l'avez dit, on se retrouvera ici pour parler des effets de ces annonces, mais aussi il y a deux secteurs qui, à mon sens, n'ont pas été très mis en avant. On a le secteur de l'agriculture qui est quand même le premier pourvoyeur d'emploi ici en Côte d'Ivoire, et c'est quand même l'épine dorsale de notre économie. Et le secteur informel, on a parlé du privé, mais il y a le secteur informel. Alors nous reviendrons ici pour parler de ces annonces ou de leurs effets sur le secteur informel et sur l'agriculture. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée aux annonces faites par le président ivoirien Alassane Ouattara sur la cherté de la vie. Nous étions avec M. Moké Akessemeksan, consultant en développement, et M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci encore pour vos contributions et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.